Non, ce n'est pas un fantôme. L'Europe sociale n'est pas un fantôme, même si on la voit très mal actuellement. Et c'est d'ailleurs le sens du titre de mon intervention, entre concurrence et coopération, Europe sociale ou protection par les États. C'est un titre, un intitulé qui a été convenu avec Alain Supieux, bien sûr. Et l'idée, c'était de dire, est-ce que l'Europe actuelle n'est qu'un espace de concurrence où il n'y a pas d'espace pour la protection sociale, ou est-ce qu'on a encore des formes de coopération au sein de l'Union européenne et de ses politiques qui nous permettent d'attendre de l'Europe une partie, en tout cas, de cette protection sociale qui est, de toute façon, toujours partagée avec les États membres. Je dois vous dire que je ne suis pas un eurosceptique. J'ai travaillé 25 ans à la Commission européenne, mais ma réponse actuelle à cette question, en l'état actuel, est non. Il n'y a pas actuellement de conditions en Europe pour développer une politique sociale pour construire une Europe sociale. Et je sais que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Je sais que beaucoup de citoyens européens partout en Europe pensent de plus en plus ou abandonnent de plus en plus l'espoir d'avoir une Union européenne avec une action commune en ce domaine. Cessent de la voir comme une source de protection et de progrès social. Et se replient eux-mêmes sur leur lieu des plus proches, sur leur pays, en quête de cette protection. Ça n'a pas été toujours le cas. On a connu différentes phases dans l'histoire de l'Union européenne et dans l'histoire de ce qu'on appelle l'Europe sociale. Et je dois dire que pendant la plupart des 25 ans où j'ai travaillé à la Commission, tel qu'elle l'a mentionné, j'ai vécu une période extrêmement riche. Pas tous les 25 ans, mais 15 au moins de ces 25 ans, on a eu une période extrêmement riche de construction, pas seulement de droits, mais de perspectives de développement dans tout l'ensemble des politiques sociales, des politiques de l'Union européenne, de façon à permettre le progrès social. Comment alors expliquer ce changement? Comment est-ce qu'on a passé d'une période assez importante où le social était peut-être pas au centre, mais très proche du centre des préoccupations des décideurs européens et des États membres, à une situation où on n'en parle plus. Et je vais vous répondre à cette question en tant que praticien du droit. J'ai toujours été surtout un praticien du droit, même si les questions théoriques derrière toutes les directives sur lesquelles j'ai travaillé m'ont toujours intéressé. Et pour répondre à cette question, je fais recours à l'instrument fondamental du juriste, c'est-à-dire les textes fondamentaux. Et je vais vous gêner un petit peu dans quelques minutes avec 5 ou 6 slides qui nous montrent toute la richesse de nos instruments juridiques en matière sociale, en commençant par les textes les plus fondamentaux. Le traité sur l'Union européenne, dont l'article 2 nous dit que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, par exemple. Ou alors l'article 3 qui nous rappelle que l'Union européenne a pour but de promouvoir le bien-être de ses peuples ou qu'elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, qu'elle vise à établir un marché commun avec une économie équilibrée, une économie sociale de marché équilibrée avec un niveau élevé d'emploi et de protection sociale, qu'elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres. À l'article 6, elle intègre dans le traité
avec pleine valeur juridique la Charte européenne, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui avait été adoptée quelques années avant, qui a la même valeur juridique du traité. Et on parle toujours du traité sur l'Union européenne, pas encore sur le traité qui organise le fonctionnement des politiques de l'Union européenne. Et là, de nouveau, elle rappelle que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis aussi par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, font partie du droit de l'Union. Cette charte nous dit que ces dispositions s'adressent à toutes les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi qu'aux États membres, et ces institutions doivent respecter les droits, observer les principes et promouvoir leur application dans la limite de leurs compétences respectives. Et puis, après ce corps principal de normes fondamentales, de valeurs constitutionnelles, on ne l'appelle pas constitution depuis quelque temps, mais ce sont des dispositions qui ont une valeur constitutionnelle et qui conditionnent toute l'action de l'Union européenne. On arrive alors au traité qui organise justement les différentes politiques européennes. Et de nouveau, dans le préambule, on rappelle, je ne vais pas le lire, vous pouvez le consulter sans aucun problème, vous le connaissez sûrement d'ailleurs. On rappelle de nouveau toutes ces valeurs, les valeurs de cohésion économique, sociale, progrès social, etc. Et ces valeurs, elles doivent s'appliquer à toutes les politiques et à toutes les actions de l'Union européenne. J'énumère quelques-unes là, et en gras, vous trouvez celles par rapport auxquelles on a parfois plus de difficultés à trouver ces mêmes valeurs et principes. Le marché intérieur, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, la concurrence, la fiscalité, la politique économique et monétaire, la politique industrielle, la cohésion économique, sociale et territoriale, la politique commerciale commune. Il y en a beaucoup d'autres, mais dans ces politiques que je viens d'évoquer, c'est là justement où il y a normalement plus de difficultés à trouver ces valeurs. Et pour ce qui concerne la politique sociale, qui a un chapitre spécifique dans le traité, l'Union européenne développe de nouveau ces principes et elle estime, et c'est une phrase extrêmement importante pour expliquer ce qui s'est passé tout au fil de ces 60 années, presque 60 années, c'est qu'ils, les chefs d'État et de gouvernement, estiment qu'une telle évolution, dans le sens du progrès économique et social, résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Ça veut dire des directives, d'actes juridiques, donc contraignants. Ou bien le marché le fait, ou sinon il y aura des directives. Ça, c'est ce que dit cette première ou deuxième disposition de la politique sociale. Alors, cet ensemble de dispositions me soulage, me provoque un premier soulagement qui consiste à conclure que, en fait, on n'a pas besoin de réviser le traité pour avoir une application de l'ensemble des politiques européennes tout à fait différente de celles qu'on connaît jusqu'à présent. Si on respecte la lettre et l'esprit de ces principes fondamentaux, on peut appliquer exactement les mêmes compétences qu'on trouve dans les politiques commerciales, dans le marché intérieur, etc., d'une façon tout à fait différente, ce qui est le cas très souvent. Et pour le prouver, je vous mets au défi de lire, je ne veux pas vous punir, mais essayez de lire quelques-unes des presque 800 directives et règlements de l'Union européenne et essayez d'y trouver, même dans les considérants, même dans les préambules, même dans les études d'impact, une référence que ce soit à ces valeurs, à ces principes, à ces objectifs, qui pourtant devraient guider chacune de ces instruments.
Et ça montre justement qu'il y a une sorte de séparation entre ce sont les valeurs, les objectifs et les principes sociaux, et puis le reste. Sauf que le reste est technique par rapport à la première partie, qui est l'essentiel. On a connu une évolution différente au fil des années sur le développement de ces politiques et de la politique sociale en général, selon le fait qu'on faisait confiance au fonctionnement du marché commun, comme on disait à l'époque. Lui-même, il amènerait le progrès social et l'harmonisation des conditions de vie et de travail dans le progrès, ou alors selon le fait qu'on l'obtiendrait en agissant par voie réglementaire. Et, la première vision était la vision en fait des pères, ce qu'on appelle les pères fondateurs. Et jusqu'à l'acte unique de 1985, très peu de choses sont passées dans le domaine social. On n'avait même pas de base juridique pour légiférer dans le domaine social, ce qui d'ailleurs ne nous a pas empêché de le faire, puisqu'il y a toujours, même si on n'a pas de compétences originaires dans l'Union européenne, on a toujours des dispositions résiduelles, telles que c'était le cas de l'article 100, qui nous permettent de tout faire pour accomplir le marché commun, tel qu'on le disait à l'époque. Et on a utilisé cet article 100 pour baser les 3 premières directives droit de travail sur licenciement collectif, transfert d'entreprise et insolvabilité de l'employeur, et aussi les premières directives en matière d'égalité des chances, qui n'avaient pas de base juridique spécifique. Donc, le problème de l'existence ou absence de base juridique est toujours relatif. C'est surtout, toujours, dans l'action comme dans l'inaction, une question de volonté politique. Cet manque d'instruments a pris un tournant avec l'acte unique. Un premier tournant avec l'acte unique de 1985 qui, lui, a déjà créé une base juridique, au moins pour les directives sur la sécurité santé, ce qui a été extrêmement important parce qu'on a créé un domaine nouveau dans l'action de l'Union européenne qui a énormément influencé ce qui se passe dans les entreprises en matière de protection contre les risques du travail. On a plus d'une trentaine de directives qui ont énormément influencé les droits nationaux en cette matière. Et puis, il y a un deuxième élan, qui est l'élan qui a conduit au traité de Maastricht, mais qui a commencé avant, avec le programme d'action sociale, où là, dans le traité de Maastricht, dit de Maastricht, on a un chapitre social avec des bases juridiques spécifiques pour beaucoup de domaines qui ont basé une cinquantaine de mesures qu'on a prises par la suite dans cette période faste, dans les mots dans la SUPIO, y compris une vingtaine de directives en matière d'information et consultation des salariés, de sécurité santé, d'égalité des chances, contrat de travail, non-discrimination, etc. Et puis, de nouveau, on a mis fin à cela en 2004. Et il y a un événement précis que je vais évoquer parce qu'il est très important, qui a provoqué ce changement. C'est une lettre écrite par le président de Business Europe, à l'époque c'était l'UNICE, M. Barroso, qui venait de prendre possession comme président de la Commission, en lui demandant explicitement un standstill social. Ça veut dire plus de directives dans le domaine social. C'était trop cher, ça rendait l'Europe pas compétitive, donc il faudrait tout arrêter. Et M. Barroso a répondu oui. Et depuis lors, on n'a plus rien de plus, sauf la révision de quelques directives déjà existantes. La politique sociale
par voie réglementaire s'est arrêté à ce moment-là. Et entre-temps, on a eu la crise, et à partir de 2008, et avec deux conséquences. Tout d'abord, ce sorte de standstill s'est étendu à presque tous les domaines d'intervention de l'Union européenne. L'environnement est peut-être une exception. Il est resté, fort heureusement, relativement actif, même si on a connu ces derniers temps un net recul des initiatives en ce domaine. Mais rien ne se passe depuis le début de la crise. À part les questions relatives au traitement des services financiers très directement liés au traitement de la crise, rien ne se passe en matière de nouvelles règles, marché intérieur et d'autres. Et pire que cela, on a développé on était obligé, en quelque sorte, de développer une nouvelle politique qui s'appelle la gouvernance économique européenne, qui, surtout à l'intérieur de la zone euro, s'est donné comme mission de déconstruire les progrès sociaux qui avaient été faits, y compris au niveau européen, dans la période précédente. Ceci au nom du besoin de maintenir ou de renforcer les équilibres macroéconomiques et la compétitivité de l'économie. Je vous passe les détails. Il suffit de relire et relire les recommandations de la Commission européenne produites tous les ans depuis 2008 pour voir jusqu'à quel point elles vont contre non seulement certaines directives qu'on avait produites, comme elles sont contraires à beaucoup de ces principes que j'ai énumérés. Par exemple, la demande de baisse de salaire, la demande de réduction ou même de mettre fin à la négociation collective. Même l'Allemagne, la patrie des conventions de branche, n'a échappé à cette accusation méchante sur l'effet anticoncurrentiel de la négociation collective. Et c'est quelque chose qui est maintenant s'est un peu atténué parce que la crise semble peut-être temporairement être un peu passée. Et donc la politique change un peu. Mais on a vécu une période extrêmement dure, surtout pour les pays mis sous assistance, mais pour l'ensemble des pays, qui ont fait l'objet d'une série d'injonctions de la part de la Commission européenne, surtout, mais aussi d'autres organes, j'en parlerai plus tard, et qui ont mis en cause de nouveau l'existence de l'Europe sociale. Le résultat de tout cela était que le premier résultat, le plus important pour moi, c'est qu'on a mis fin à la convergence économique et sociale qui a existé depuis le début de l'Union européenne. Depuis 2008, les économies divergent, l'Union européenne diverge au lieu de converger, les systèmes sociaux divergent au lieu de converger, les niveaux de vie divergent au lieu de converger. Et on a presque l'idée que ces divergences sont presque irréversibles. Ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de revenir à la convergence. Je vous donne un seul exemple. Hier, au dîner, on parlait de l'Italie. L'Italie est un pays c'est le seul pays, l'Union européenne, qui a depuis 1995 un excédent primaire dans ses comptes publics. C'est le seul pays qui a une stagnation des salaires généraux depuis aussi plus de 23 ans. Et pourtant, c'est le pays de l'Union européenne qui a la dette la plus élevée et dont l'économie est stagnante. Ça montre à la fois l'échec total de la recette qu'on nous a imposée et ça donne aussi l'idée que ce n'est pas
facile d'inverser cette tendance. Cela conduit aussi, et c'est aussi extrêmement important, à un éloignement aussi peut-être définitif de large partie de la population européenne vis-à-vis de l'Europe. Vous le savez autant que moi. Dans certains cas, je pense que le mot éloignement est trop faible. Quand on contact avec les personnes, j'interviens par exemple actuellement dans un conflit dans une grande entreprise européenne du secteur de l'acier qui a connu il y a quelques années des restructurations massives, comme tout le secteur automobile, est dramatique, avec des fermetures d'usines et des pertes d'emplois par milliers ou par dizaines de milliers. Et ils sont maintenant actuellement confrontés à une procédure de restructuration positive. C'est une acquisition sans aucun problème social, sans une seule perte d'emploi. Et pourtant, la révolte qu'on ressent de la part des représentants des salariés au sein du comité d'entreprise européen vis-à-vis des décisions de la DG Concurrence, juste du fait qu'ils ont exigé des contreparties rigoureuses dont on ne connaît pas vraiment le sens et la justification, elle est plus grande, beaucoup plus grande de ce qu'on ressentait, ce qu'on a pu ressentir il y a 7, 8 ans ou 9 ans, à un moment où l'industrie était vraiment dans une situation extrêmement difficile. Ça conduit aussi à l'impossibilité de faire n'importe quelle révision des règles qui nous régissent. Dans les conditions politiques actuelles, aucun référendum sera positif en Europe. Et les petites révisions du traité ne servent pas, ne sont pas capables de pallier à notre insuffisance. Donc on est dans une impasse dans laquelle, ou bien on essaie à relancer l'Europe sociale, ça veut dire à trouver au niveau européen des solutions communes de protection sociale telles qu'on l'a fait pendant cette période, ou alors l'alternative sera inévitablement qu'on le cherche à d'autres niveaux, et notamment au niveau national. Moi, je crois qu'il faut encore essayer de le faire au niveau européen et qu'il y a peut-être moyen de le faire. Ça me semble extrêmement difficile. Je suis de plus en plus pessimiste, mais je reste quand même actif dans ce domaine et à la recherche de solutions. Alors, je vais vous énumérer rapidement quelques points qui me semblent absolument indispensables pour commencer à penser à une certaine relance de l'Europe dans une base crédible pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Premier point, commencer par respecter les traités. Ce que je viens de vous lire, les dispositions que je viens de vous lire. Et ça concerne toutes les politiques économiques, politiques commerciales, concurrence, prestations de marché intérieur, etc. On connaît des exemples récents. Par exemple, la directive sur le détachement des travailleurs vient d'être révisée d'une façon dont toutes les conséquences, je n'arrive pas encore à comprendre, mais qui est tout à fait différente de celle qui a été adoptée il y a presque 20 ans. Et les textes sont les mêmes, la base juridique sont les mêmes, donc on fait deux interprétations différentes de ce que signifie la liberté d'établissement et la libre prestation de services dans le même cadre juridique. Et ça veut dire que la première fois, originalement, on a ignoré cette partie du traité et maintenant on les prend en compte un peu plus. Deuxième exemple, c'est un exemple que je suis sûr rempli de joie à M. Magnette, qui est au fond de la table, et est une décision récente de la Cour de justice qui non seulement invalide un accord commercial qui avait une clause d'arbitrage qui excluait la compétence de la Cour de justice, des juridictions nationales,
mais qui accuse d'infidélité ou de déloyauté les États membres qui ratifient ce type d'instrument. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est tout à fait nouveau dans la jurisprudence de la Cour de justice. Et ça met en cause au moins un traité qui est en cours de ratification par les États membres, avec la position très ferme de M. Magnette, et je vous remercie, je vous félicite de cette action. Deuxième point, rétablir la convergence économique et sociale. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une Europe dans laquelle certains pays deviennent de plus en plus riches et d'autres de plus en plus pauvres, sans solution possible pour cette évolution. Et ceci, en plus tout le reste, est contre le traité. Je vous ai montré les suppositions essentielles qu'il montre. Il y a beaucoup de manières de le faire. Ce n'est pas seulement en augmentant le Fonds social européen ou de le diminuer, ou le Fonds de cohésion. C'est de mettre en œuvre des politiques qui organisent la concurrence qui est inévitable entre les États de façon à permettre à ceux qui sont moins développés de se développer, rattraper leur retard. Et ça exige certaines modifications qui sont très difficiles à faire accepter par tous les ayatollahs du marché intérieur, par exemple. Mais si on lit les droits fondamentaux tels qu'énumérés au début par moi, avec le développement de ces politiques, on peut y arriver. Troisième question, la question fiscale, la question de l'harmonisation fiscale. C'est peut-être une des choses qui fait le plus mal à l'Europe, la conscience qu'ont les citoyens européens d'une iniquité, d'une injustice énorme en ce qui concerne la distribution de la charge fiscale au sein de l'Union européenne. Je parle pas seulement des paradis fiscaux, qui sont tout à fait inacceptables, surtout quand ils sont au sein de l'Union européenne, qui auraient dû disparaître depuis longtemps. D'ailleurs, on a parlé au début de la crise, on l'a discuté. Mais je parle aussi de ce qu'on appelle les régimes fiscaux prédatoires, ou presque prédatoires, ça veut dire des régimes d'imposition fiscale, surtout aux entreprises, qui sont tellement différents les uns des autres, qui obligent presque les entreprises à aller payer les impôts dans ces pays. Et qui sont, par coïncidence, ceux qui sont les plus riches déjà de l'Europe et ceux qui aiment donner les leçons d'austérité aux pauvres. On les connaît tous, je ne vais pas les répéter, mais c'est quelque chose qui est révoltant pour beaucoup de citoyens européens, parmi lesquels je me compte. Quatrième point, il faut être inflexible avec les violations des droits de l'homme à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a des procédures en cours qui ne sont pas très claires, dont le déroulement n'est pas très clair, contre certains gouvernements, mais on sait très bien que les droits fondamentaux ne sont pas respectés à l'intérieur de l'Union européenne dans beaucoup de pays. Je ne vais pas développer ce point. Et là aussi, si on veut être crédible et regagner la confiance des citoyens européens, il faut faire respecter l'essentiel de nos règles, c'est-à-dire les droits fondamentaux, y compris, même s'il faut condamner des gouvernements entiers. Cinquièmement, si on songe à approfondir les compétences de l'Union européenne, et c'est peut-être difficile de l'éviter dans certains domaines, si on veut avoir des politiques plus cohérentes, je parle surtout du domaine économique, de la gouvernance économique, et de ce qu'on parle sur comment pallier certaines déficiences de la zone euro. Mais si on le fait, il faut s'assurer que les conditions nécessaires sont là, sont présentes, d'une façon sérieuse, pour garantir que les nouvelles compétences sont contrôlables démocratiquement et sont justiciables, ça veut dire sont susceptibles d'être contestées en justice. Ce qui n'est pas le cas actuellement,
parce que l'ensemble de la gouvernance économique européenne, j'ai écrit dans l'article que Alain Sepiu a mentionné, j'ai beaucoup écrit sur cela, elles sont difficiles à comprendre et à saisir et à contester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'organes qui n'existent pas, comme l'Eurogroupe, qui n'a pas d'existence juridique, plus de recommandations qui sont émises par la Commission contre lesquelles on ne peut pas agir parce qu'il ne s'agit que de simples recommandations. Il faut responsabiliser des organes précis par des injonctions précises et des règles précises qui ont une influence énorme sur la vie de l'ensemble des citoyens. Les méthodes de le faire, ça reste à voir, mais la question de la démocratie et du contrôle juridictionnel des décisions de l'Union européenne me semble tout à fait indispensable si on veut gagner leur confiance. Un autre aspect, s'il vous plaît, plus de piliers, de socles, de déclarations, de chartes et tout type d'instruments qu'on répète chaque 5 années quand on ne veut rien faire pour réaffirmer des principes qui sont inscrits dans le droit de l'Union européenne. Le pilier, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le pilier ou le socle. Le nouveau socle rappelle tout au début l'égalité des chances qui existe depuis le traité de Rome, dans le traité, et par rapport auquel on a 8 directives, des dizaines d'arrêts de la Cour de justice et toute une série de programmes d'action qui sont développés au cours de ces années. Et pourtant, il faut le répéter. Ça me rappelle le temps où la Cour de justice condamnait les États membres. Je crois que la France a été condamnée aussi, quand ils ont essayé de commencer à transposer les règlements. Parce qu'elle considérait que les règlements étant d'application directe et immédiate et primait sur le droit national, l'acte de transposition était un défi à cette primauté. Et donc certains États ont été condamnés du fait qu'ils ont essayé de le faire. Et donc ici, avec ces déclarations, on ne fait qu'affaiblir quelque chose qui est déjà inscrite dans le droit. S'il y a une règle juridique, il ne faut pas la affirmer par des moyens qui sont plus faibles que les moyens juridiques. Pardon? Je termine. Entre parenthèses, ce dernier socle de droits sociaux a quand même, à mon avis, certains avantages et certains progrès, notamment sur les questions des revenus, qui est quelque chose qui était complètement exclu des compétences communautaires. Et peut-être il a influencé la timidité des nouvelles recommandations de la gouvernance économique en cette année 2018. Je ne sais pas, mais ça marque peut-être un tournant. Et si c'est le cas, au moins il aura servi à cela et pas à rien d'autre. Puis agir là où il faut. Il y a beaucoup d'actions de l'Union européenne qui sont requises par la vie quotidienne. La Commission européenne vient de publier, par exemple, un rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les comités d'entreprise européens, tel que révisé il y a quelques années. Dans ce rapport, elle dit que ça ne marche pas. Et, conséquence, elle ne fait rien. Elle fait des forums, des réunions. La Commission a été pressée par le Parlement européen, sur base d'une disposition obligatoire, à présenter un cadre pour la restauration, sur lequel j'ai travaillé beaucoup. Elle n'a rien fait. Elle n'a même pas fait un rapport auquel elle était obligée. Il y a sûrement des choses à faire très importantes par rapport à l'ouverture ou à la fermeture commerciale à laquelle on assiste. On a sûrement, c'est incroyable qu'on n'ait pas encore au niveau européen un droit à la formation quantifié pour tous les citoyens de l'Union européenne, tellement ceci est important. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas me prolonger beaucoup mes propos sur ce qui se passe dans la Méditerranée. Je rappelle tout simplement, puisqu'on a commencé avec les droits fondamentaux, que chaque personne qui se noie dans la Méditerranée fait penser
10 000 citoyens européens, que si un jour ils se trouvent en situation de besoin, ils auront peut-être le même traitement de la part de l'Europe. Ils seront noyés, peut-être pas dans les eaux de la Méditerranée, mais dans la pauvreté et dans la misère. Et donc, il faut encore une raison pour traiter ces questions d'une façon sérieuse et ne pas céder quand il s'agit de droits fondamentaux, soit pour les citoyens européens, soit pour les citoyens du monde. C'est autour de ces questions que je crois qu'il faut organiser un débat dans chaque pays, un débat sérieux qui puisse nous unir autour des questions fondamentales. Ce n'est pas le cas actuellement. Non seulement nos pays individuellement ne débattent pas ces questions, comme il n'y a pas une ombre de débats européens à ce propos. Et c'est pourquoi je pense que des réalisations comme celle-ci, et si possible des réalisations transnationales qui organisent des débats avec plusieurs pays autour de ces questions, peuvent être le début d'une relance de l'Europe, d'une Europe sociale crédible, sociale et politique crédible. Merci beaucoup.